On va rester du même côté du Rhin et je vais en plus être dans la continuité de mon collègue puisque je vais aussi vous parler de solutions locales et je vais aussi vous parler d'investissement citoyen populaire dans la question des énergies. Alors, très souvent, en France, quand on parle de la transition énergétique en Allemagne, de l'Energiewende, on a en tête uniquement, on voit dans les médias uniquement la question du nucléaire et la sortie du nucléaire. C'est une immense erreur, car la transition énergétique en Allemagne, c'est une modification holistique complète des relations territoire-énergie. Et peut-être encore plus souvent et d'une manière encore plus problématique, on a analysé la décision allemande en 2011 d'arrêter le nucléaire comme un mouvement électoraliste d'Angela Merkel vers les Verts à quelques mois des élections. Ce qu'il faut bien comprendre, si on veut analyser la transition énergétique allemande, et si on voudra aussi dans 1, 2 ou 3 ans analyser les résultats de la transition énergétique en France, c'est que tout changement, tout choix énergétique est le résultat d'un conflit. Un conflit qui oppose différents promoteurs de différents systèmes énergétiques. Des promoteurs qui ont chacun leur propre intérêt, mais aussi leur propre représentation de l'utilisation des énergies. Et puisqu'on est ici pour parler de la question de la justice sociale, de la représentation de l'utilisation sociale des énergies. Alors, dans ce conflit, en Allemagne, je vais essayer de vous parler aujourd'hui un petit point, une petite chose qui a énormément joué, c'est le rôle des entreprises municipales, Stadtwerke, en allemand. Alors peut-être un petit retour très rapide sur les marchés d'électricité entre la France et l'Allemagne. Vous n'êtes pas sans savoir que malgré la même application de loi européenne de libéralisation, les deux systèmes sont très différents. En France, donc le marché d'électricité, une division assez facile à comprendre pour rappeler. On a 4 secteurs, on a la production, la transmission, la distribution et la vente. Alors en France, on a un acteur qui est monopolistique, qui est EDF, et ses filiales ERDF et RTE. En Allemagne, la situation est totalement différente. Alors on a une dynamique oligopolistique puisqu'on trouve 4 acteurs majeurs, 3 acteurs allemands que sont RWE, E.ON et ENBW, et un acteur européen qui est un acteur suédois, Vattenfall. Alors en Allemagne, on a plus de 1000 entreprises qui sont dans le secteur de l'électricité, donc dans les 4 secteurs que j'ai cités, et sur ces 1000 entreprises, plus de 1000 entreprises, on en trouve entre 950 et 970 qui sont des entreprises municipales. Un chiffre à remettre peut-être en parallèle avec le nombre de communes qui en Allemagne, à peu près 17 000. Donc vous pouvez faire la proportion de nombre de communes qui ont une entreprise qui est donc active dans l'électricité. Donc on a donc ces Stadtwerke qui sont actives, et on a aussi d'autres entreprises. Vous peut-être en voir, c'est un peu difficile, le logo est un peu petit en haut sur votre droite, c'est le logo de Greenpeace Energy qui est un des autres grands acteurs du marché de l'électricité en Allemagne. Et bien sûr les nombreuses coopératives d'énergie qu'a pu nous décrire Andreas avant. Donc un petit retour sur les Stadtwerke, acteurs de l'énergie en Allemagne. Donc les municipalités sont actives en Allemagne dans la question de l'énergie depuis à peu près l'introduction en Allemagne du gaz de ville, et elles sont restées actives dans l'énergie jusqu'à aujourd'hui, à l'exception de la très petite parenthèse national-socialiste où on a eu un décret d'arrêt. Donc on a une activité qui est complète pendant toute cette période, avec la particularité qu'il faut garder en tête que nous avons en France après la Seconde Guerre mondiale, la nationalisation de l'électricité, chose qui n'existera pas en Allemagne où on va garder les différentes entreprises. Donc actif pendant toute la période du 19e et 20e siècle jusqu'à à peu près les années Kohl, donc les années 80, où là les collectivités territoriales vont rencontrer des grandes difficultés économiques et pour réussir à recevoir des liquidités pour se financer, vont revendre leur participation dans les entreprises municipales. L'entreprise municipale, ça va toucher l'électricité, ça va aussi toucher les transports publics, ça va toucher encore l'éducation, ça va toucher la santé publique. Donc, on va avoir une période de revente des actifs dans les entreprises municipales au privé, ce qui va créer la dynamique oligopolistique dont je vous ai parlé un tout petit peu avant. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce que les historiens allemands appellent le retour du balancier, c'est-à-dire une dynamique de remunicipalisation de l'électricité en Allemagne. Alors, pour les plus friands des chiffres, on peut prendre l'étude qui a été faite par l'université de Leipzig il y a maintenant 3 ans, qui, d'après ces sondages, a prouvé qu'environ les 3/4 des municipalités allemandes envisageaient de remunicipaliser
au minimum les réseaux de distribution. Donc, dans cette remunicipalisation de l'électricité, on a deux situations. On a la première, non conflictuelle, où l'impulsion de la remunicipalisation vient des autorités locales. Bien souvent, c'est pour une raison qui est simple. La distribution d'électricité est particulièrement lucrative. Donc, ça permet de recevoir de l'argent, qui permet après de subventionner d'autres secteurs qui sont, eux, en déficit, particulièrement les transports en commun. Et la deuxième situation, c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, un peu plus rapidement après, c'est les conflits. C'est-à-dire quand on a un groupe de citoyens, même d'entreprises, d'associations, qui veulent remunicipaliser l'électricité, mais ce que ne souhaite pas la municipalité en place. Donc ces conflits, on va le voir dans le cas que je vais montrer chez Dambourg, se veulent des conflits pour la justice sociale. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il en réalité ? Est-ce qu'on est réellement dans un conflit pour la justice sociale ou quelles sont les autres motivations ? Donc, Hambourg, donc un petit rappel historique assez rapide. Hambourg, deuxième ou troisième plus grande ville d'Allemagne, j'avoue que j'ai un doute sur le chiffre, va vendre ses participations dans l'entreprise, la grande entreprise HEW qui a participé à l'électrification de la ville et de une grande partie aussi du nord-ouest de l'Allemagne. Va vendre ses participations dans la fin, au début des années 90 jusqu'à la fin des années 2000 dans son entreprise qui s'appelle HEW à Vattenfall, qui est l'entreprise publique d'électricité suédoise. Vattenfall qui est aussi impliqué dans l'électricité autre part en Allemagne, principalement en Allemagne de l'Est. C'est d'ailleurs aujourd'hui un des principaux acteurs de la lignite en Allemagne, ce qui est assez intéressant. Pour ceux qui suivent peut-être actuellement les élections en Suède, où la question du développement de Vattenfall en Allemagne est centrale. Donc, on va avoir une privatisation complète en 2002, et en 2010, une réaction populaire avec la création d'une initiative populaire, Unser Hamburg, Unser Netz. Donc, vous voyez une photo d'une des manifestations, qui va essayer de mobiliser les gens pour créer un référendum, puisque particularité du droit local allemand, qui change en fonction des différents Länder, mais qui garde cette chose-là, que les citoyens peuvent organiser des référendums locaux, moyennant avoir assez de signatures, dont le résultat fait office d'arrêté municipal, donc qui oblige son application à la mairie. Donc cette situation-là à Hambourg va réussir. Donc ils vont arriver à réunir plus de 2 fois le nombre de signatures qui est nécessaire. Alors qu'en phase 2, on avait une coalition assez contre nature peut-être entre donc Vattenfall et le gouvernement du Land-État de Hambourg, qui est un gouvernement à 100% à gauche, un gouvernement socialiste à 100%. Et donc on va avoir une victoire de l'initiative par référendum. Alors une victoire qui est à un poil de cheveux, puisque on va être une victoire à 0,9%, 50,9 contre, donc c'est ça, 15 000 voix il me semble, 15 000 votes sur le total. Donc une victoire à un très très court cheveu, et qui va forcer la municipalité d'Hambourg à racheter non seulement les réseaux d'électricité, mais aussi à côté le réseau de chaleur. Voilà. Pour des raisons financières et pour des raisons techniques, ce ne sera pas encore fait. Ça va être fait seulement en 2019. Donc pourquoi ça a réussi ? Eh bien, la première chose qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'en Allemagne, cette initiative populaire, qui est, on s'appelle une Bürger Initiative, pour reprendre le terme, l'initiative populaire, elle va réunir des gens qui viennent de milieux extrêmement différents. Alors là, c'est les logos des 6 organisations fondatrices de cette initiative. Vous reconnaîtrez peut-être Attac, connu assez facilement. On a le Bund, qui est la section allemande des Amis de la Terre. On a Robin Hood, qui est, on va dire, une organisation à la Greenpeace. Et on a la Diaconie de Hambourg-Est, donc une organisation religieuse. On a une organisation de soutien aux consommateurs. Et au dernier, on a une organisation, on va dire, nimbiste, qui se bat contre la construction d'une centrale au charbon à Hambourg. Donc on va avoir cette espèce de grand panorama d'acteurs extrêmement différents. Et ça, c'est une dynamique qu'on va retrouver dans toute l'histoire environnementaliste allemande. Si des personnes connaissent un peu l'histoire justement de l'antinucléarisme en Allemagne, les premiers mouvements antinucléaires, particulièrement ceux dans le Bade-Württemberg à Ville, ce qui va marquer cette histoire-là, c'est la coalition, la liaison entre des populations locales conservatrices, vignerons, avec des populations de gauche, voire d'extrême gauche, qui venaient des communes de Fribourg et environ.
Donc le problème qu'on va avoir, c'est que même si on va avoir un discours qui va dire que cette bataille est pour la justice sociale, la diversité des acteurs va créer une diversité des motivations de mobilisation. Alors effectivement, on va avoir le transfert du contrôle citoyen. On va avoir ce qu'on appelle l'application du socialisme municipal, ce qui est un peu une ligne de fond dans l'histoire allemande des collectivités locales, puisque le socialisme municipal part du principe qu'il y a un ensemble de biens, des biens d'intérêt généraux qui ne doivent pas être laissés aux mains du privé, mais qui doivent être gérés par le public. On retrouve dans ces biens l'accès à l'énergie et l'électricité. Donc on a des gens qui vont vouloir appliquer ça, mais on va aussi avoir une partie d'acteurs qui vont avoir comme but d'affaiblir les 4 grandes entreprises dont je vous ai citées. Actuellement, dans l'initiative populaire, donc on avait 6 acteurs au début, on en a 50 maintenant, dont 22 associations environnementalistes, dont et aussi énormément d'associations antinucléaires, puisque une partie de l'intérêt de la remunicipalisation, c'est de couper les vannes d'argent aux Big Four, donc aux 4 grandes entreprises, pour offrir à côté une offre concurrente qui ne serait ni nucléarisée, ni charbon. Et ça va aussi aboutir, sans trop de surprise, des conflits internes entre ceux qui, les associations antinucléaires pures et dures, pour qui le but initial, le but premier est l'arrêt du nucléaire, et pour le charbon on verra après, et les autres associations environnementalistes pour qui le but est avant tout la question du charbon. Ça va créer des conflits qui sont assez intéressants à étudier dans ce cas-là. Donc la remunicipalisation est une stratégie dans le conflit contre le nucléaire et les énergies fossiles. C'est une stratégie, la remunicipalisation, qui en réalité a été initiée vers la fin des années 80, dans une petite ville du Bas-Württemberg qui s'appelle Schönau, par un groupe de citoyens qui a créé et qui a repris la main du système électrique dans cette commune après la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Donc on a cette diversité de motivations et on est bien loin de la volonté première de justice sociale. Alors la remunicipalisation, oui, mais comment ? C'est un peu le problème qu'a maintenant qu'il y a maintenant à Hambourg. Alors parce que premièrement, comme je dis, ils ont une grande chance, c'est qu'il leur reste encore au moins 5 ans pour arriver à déterminer exactement les modalités de la remunicipalisation, puisque l'achat a été repoussé. Alors quelle forme et quelle modalité pour un pouvoir citoyen ? Ça, c'est la grande question. Quand on lit le texte du référendum, on va nous parler uniquement de contrôle citoyen, un plus grand contrôle citoyen, une plus grande transparence, des prix équitables. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de modèle pratique de comment on fait le contrôle citoyen. Alors, il y a 2 solutions qui vont être ouvertes. La première, c'est ce que moi j'appelle le contrôle de démocratie représentative, c'est-à-dire que c'est le Sénat de la ville-État d'Hambourg qui va gérer l'entreprise. Mais ça pose quand même un tout petit problème, c'est que les politiciens qui sont dans ce Sénat étaient contre la remunicipalisation. Là, une question qui se pose. Et la deuxième, c'est le contrôle direct. Alors, un contrôle direct des citoyens, soit avec une participation restreinte de citoyens dans le conseil d'administration de l'entreprise, soit directement sous un modèle des coopératives avec des assemblées générales de consommateurs citoyens. Ça reste encore à déterminer. Alors, quand on a cette situation-là, moi, la question que je me suis posée, c'est quelle application en France ? Puisque la gouvernance de l'électricité, je pense pour ceux qui ont suivi la question de la transition énergétique, a été quand même un peu évoquée. Une application en France est-elle possible, oui ou non ? La remunicipalisation de l'électricité. Il faut comprendre que, pour la grande partie, non. Alors, il y a eu un groupe d'études sur la gouvernance quand même, un tout petit peu. Est-ce qu'on la remunicipalisation de l'électricité en France, possible ou non ? La municipalisation, oui, tout à fait. On pourrait la si on revenait avant. Alors en France, on a des entreprises locales de distribution d'électricité. Elles gèrent 5% du réseau, et pour la plupart, elles sont des filiales d'EDF. Je conseille d'ailleurs les travaux et GDF, tout à fait. Et je conseille les travaux de Guillaume Bouvier sur cette question-là, un très très bon géographe qui travaille sur la question des ELD. Donc, en Allemagne, la remunicipalisation, elle va répondre à plusieurs opportunités en fait, conjoncturelles et structurelles. La première, c'est comme en France, les réseaux de distribution d'électricité en Allemagne, ils sont vendus par contrat de concession. Sauf qu'en France, on n'a qu'un seul acteur qui peut avoir ces contrats de concession, mis à part les entreprises locales de distribution, c'est EDF et ses filiales. Pas en Allemagne. En Allemagne, la commune peut décider de vendre à différentes entreprises. Sous des contrats à long terme, et l'opportunité structurelle, la fenêtre d'opportunité, c'est que tous ces contrats doivent arriver en Allemagne à échéance entre 2018 et 2020. Donc vous avez là, pour les initiatives, la possibilité de racheter les réseaux de distribution pour des tarifs un tout petit peu moins chers que en réalité.
Le deuxième possibilité, j'en ai parlé, je le redis rapidement, qui n'existe pas en France, c'est la possibilité d'organiser des référendums locaux, dont le résultat tient lieu d'arrêtés municipaux. Tous les conflits de remunicipalisation, alors il y en a eu 3 grands, hein, j'ai parlé de Hambourg, il y a eu Stuttgart, il y a eu Berlin. Berlin qui a échoué, mais qui a pas échoué à cause du vote, qui a échoué parce qu'ils sont pas arrivés à rassembler, ils sont pas réussi à rassembler le quorum pendant le vote. Hein. Mais sinon, le vote était positif. Donc on a la possibilité des référendums locaux. On a la tradition historique de l'autogestion locale. Alors bien loin de rester dans cette espèce d'image idyllique de l'Allemagne et pays fédéral décentralisation. Au sein des Länder, les Länder sont extrêmement centralisateurs. Mais il y a une tradition d'autogestion locale quand même qui continue, qui existe et qui a existé et qui aujourd'hui revient. D'ailleurs, j'ai plus les chiffres exacts, mais il y a eu l'université de Leipzig a fait une très bonne étude. Ça me permet de continuer là-dessus en expliquant donc que c'est je coupe, alors je vais très rapidement. 86% des citoyens allemands ont confiance dans leur Stadtwerke, 21% des citoyens allemands ont confiance dans le privé. Dans le privé, dans les grandes entreprises. Donc, poids historique et culturel des Stadtwerke. Et en bas à gauche, vous voyez un petit train avec une pub dessus. C'est une pub qui a été faite par la WKU, qui est l'entreprise, enfin l'association qui rassemble les Stadtwerke allemandes, un des trains qui avait parcouru l'Allemagne. Donc, je vais en finir ici. Des opportunités structurelles qui font que cette situation n'est probablement pas applicable en France. Il restera à étudier aussi pourquoi et comment des référendums locaux sur la question des énergies échouent pour arriver à avoir un panel un peu plus intéressant et une compréhension un peu plus forte de cette dynamique. Voilà.